Guillaume Herbeau. Bonjour et merci Bonjour. d'être là. Guillaume, alors pareil, comme pour tout le monde, je vais te présenter. Tu es donc journaliste et photographe français né en 1971, lauréat de 3 World Press Photos, dont le dernier en 2022. Alors vraiment félicitations pour majoritairement, enfin, pour ton travail en Ukraine. Et tu as aussi reçu le prix Niepce en 2011 et le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre en 2016. Tu es membre de l'agence Vue. Et tes photographies ont été exposées au Jeu de Paume, à la Maison Rouge et dans de nombreux festivals. Alors ici, on va parler de Ukraine, terre désirée. Voilà, c'est un sujet évidemment qui nous intéresse tous. C'est un travail au long cours que tu mènes depuis 20 ans sur les racines d'un conflit. 20 ans de reportage en Ukraine que tu mènes. Tu as assisté à l'extraordinaire évolution du pays depuis la révolution orange et celle de Maïdan, en passant par l'annexion de la Crimée, la guerre dans le Donbass depuis 2014 jusqu'à l'invasion russe. Et donc ce livre, d'ailleurs, se divise en 4 périodes et témoigne surtout de la formidable résistance de ses habitants. Et je crois qu'on est tous d'accord pour en témoigner. On voit à quel point ils se battent pour leur liberté, hein, et on a beaucoup d'admiration. Hein. Évidemment, première question, comment t'es-tu intéressé à l'Ukraine il y a 20 ans, donc en 2001? Tu es même retourné donc régulièrement, et aujourd'hui on peut même dire que tu es le photographe français de l'Ukraine. Je sais pas, mais oui. Comment j'ai découvert l'Ukraine? En fait, j'ai découvert l'Ukraine grâce à Tchernobyl. Alors c'est étrange de le dire, et c'est Tchernobyl qui m'a fait aimer l'Ukraine. C'est Tchernobyl qui m'a fait réfléchir sur la photographie de reportage, comment aborder la photographie de reportage, comment photographier l'invisible, comment photographier l'histoire avec un grand H. Et donc en arrivant là-bas, je suis tombé amoureux du pays. Je suis tombé amoureux du pays par les couleurs, par les paysages, par l'architecture et par les gens, évidemment, que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient partis à Tchernobyl, dans la zone interdite, pour nettoyer la zone, donc ce qu'on appelait des liquidateurs. J'ai rencontré les victimes qui ont été évacuées. Et ces gens-là, en fait, ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont fait confiance. Et à partir de là, je n'avais qu'une envie, en fait, c'était de revenir en Ukraine pour essayer de comprendre ce pays qui, pour moi, a toujours été en résistance. Tu le sentais direct en 2001? Il se Oui. passait déjà quelque chose. Hein. Déjà en rencontrant les liquidateurs, et quand on voit des gens qui ont donné leur vie pour nous sauver pratiquement de la radioactivité, déjà je sentais qu'il y avait un peuple fort. Après, en 2004, quand il y avait cette révolution orange pour demander un 3e tour à des élections présidentielles qui avaient été complètement truquées, j'avais vu une population qui était généreuse, optimiste, et qui avait envie de construire un pays démocratique. Et voilà, et après on l'a vu à Maïdan. Et tout ça, en fait, je me disais, enfin je m'en suis rendu compte là, on a l'impression qu'il y a une sorte de flambeau, le flambeau de la liberté ou de la lutte, qui se passe de génération en génération. Parce que d'ailleurs, dans mon livre, en fait, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas de la même génération, et pourtant ils ont tous entre 20 et 30 ans. Et donc on peut se dire que les parents ont donné le flambeau à leurs enfants qui l'ont repris aujourd'hui. Alors, Ukraine, terre désirée, pourquoi? Pour qui? Il y a plein de désirs. Il y a déjà, moi, le désir de découvrir ce pays. Il y a le désir des Ukrainiens de créer un État indépendant, libre, démocrate. Il y a le désir de la Russie à côté, qui est un désir totalement perverti. Le désir, je le compare souvent au désir des hommes violents qui disent je t'aime et qui détruisent, qui tuent, qui battent. Voilà, donc il y a 3 niveaux de lecture. Donc je disais plutôt, le livre il est découpé en 4 périodes. Il y a des images au début d'insouciance, j'ai envie de dire, de loisirs.
On voit des gens, voilà, qui posent sur le sable, ça paraît incroyable. Voilà, on est vraiment dans le loisir, mais très vite quand même, on arrive sur des images plus dures, plus froides. Beaucoup de militaires, beaucoup d'armes, évidemment. Tu parlais de jeunes, bien sûr des jeunes, mais toujours avec quand même un air préoccupé, soucieux, un peu triste. C'est ça que tu as voulu montrer à travers aussi ce livre, enfin, cette chronologie. C'est une chronologie. Ouais. Alors après, je ne sais pas si j'ai voulu le montrer, mais en tout cas, c'est ce qui se dégage. Et c'est vraiment ce que tu as vu. Enfin, oui, il y a une gravité au fur et à mesure quand j'arrive. Et très vite. Très très vite. La révolution orange en 2004, c'était une révolution optimiste. On voit cette image. Ouais. Et les gens avaient presque une insouciance. Mais comme nous, enfin comme moi d'ailleurs. J'étais beaucoup plus jeune, donc voilà. Et en 2013-2014, quand j'arrive à Maïdan, en fait, je sens une gravité totale. Et je me dis là, on n'est plus du tout dans la même révolution, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la dignité, de la lutte pour la dignité, qui va plus loin que la lutte pour la liberté. Et je le sens quoi, auprès des gens, dans l'atmosphère. Et là, on voit d'ailleurs l'image c'est quand même emblématique d'une statue de Lénine. On a coupé sa tête. On a coupé sa tête, oui. Oui. Mais parce que Lénine est le symbole quand même pour les Ukrainiens d'un empire colonial, du début des manques de liberté pour eux. Et donc c'est un symbole qu'ils veulent faire tomber. Et d'ailleurs, en ce moment, les territoires qui sont de nouveau envahis et occupés par les Russes sont en train de remettre les statues de Lénine. Et puis tu parlais des périodes, justement, la troisième période qui est plutôt celle de Maïdan. Oui. J'y arrivé avec une image, j'ai pris les images, c'est vrai, j'en ai sélectionné qui sont un peu, pour moi en tout cas, emblématiques. Après, peut-être que tu as envie d'en parler d'autres images, mais j'ai essayé de la retrouver. Pas évident. Ah oui, non, moi c'est celle-là qui me... Ah oui, qui était... Ah ouais, moi celle-là, elle m'a énormément frappée. Voilà, c'est en fait la légende, c'est des hommes armés pro-russes qui occupent l'hôtel de ville avec le soutien de la population. Et donc on voit une jeune femme avec une arme juste à côté du militaire. Oui, on est à Slaviansk, qui est maintenant libéré, enfin qui a été libéré avant. Hein. Et c'est vrai que c'était étrange de voir ces milices masquées qui dégageaient beaucoup d'agressivité envers les journalistes étrangers et une partie de la population qui venait les voir comme des libérateurs. Et donc là, en fait, quand je fais la photo, c'est pas une photo montée, c'est des gens qui font la queue pour être photographiés avec les armes à la main. Et donc elle est photographiée par son père qui est à peu près au même niveau que moi. La quatrième partie, on est sur l'enlisement oui. 2016-2022. Hein. Alors là, alors on voit des portraits, on voit d'ailleurs Zelensky qui a déjà, c'était en 2019, qui a un air déjà préoccupé. Hein, non ? Marche ou pas ? Oui. Voilà. L'histoire de la photo de Zelensky, elle est intéressante parce que moi j'avais passé un mois dans les tranchées avec les soldats ukrainiens et je revenais du Donbass et j'avais rencontré un homme, un civil qui avait eu les jambes brûlées en roulant sur une mine de char. Il était chauffeur de tracteur. Et depuis 2015, il était allongé dans son lit. Il y a sa photo dans le livre. Et moi, j'ai été choqué parce que 3 semaines auparavant, j'avais été dans un hôpital militaire, de chirurgie militaire, et je voyais l'incroyable travail des chirurgiens qui arrivaient à sauver les soldats de blessures de guerre très, très graves. Et cet homme, il était là, perdu dans un village à quelques kilomètres de la ligne de front, et il n'avait pas accès à des soins dignes de ce nom. Il était soigné juste par l'hôpital local. Et j'étais choqué. Et Le Monde m'envoie, quelques jours après, rencontrer Zelensky pour le photographier. Et moi, je me suis dit, en fait, la photo, j'en ai rien à faire. Je veux faire passer un message à Zelensky. Donc, j'arrive dans son bureau et je dis à mon interprète, tu vas traduire tout. Et Zelensky, à ce moment-là, il voulait montrer une image très positive. Il souriait tout le temps et puis il voulait montrer qu'il était un peu fort. Parce qu'on n'avait pas tellement confiance au départ en Zelensky quand il est arrivé. C'était un comédien, un comique. Et donc, il n'avait pas encore cette aura.
Et moi, je vois son jeu, je l'amène devant la fenêtre et je lui parle de l'homme que j'ai photographié avant. Et je lui dis, écoutez, en fait, monsieur le président, juste, je voulais vous dire que je trouve juste lamentable que cet homme soit oublié dans un pays comme le vôtre. Et là, en fait, son visage se décompose. D'où sa gravité. Hein. D'où sa gravité. Et alors, pour la petite histoire, il va prendre le numéro de téléphone de cet homme. Et 1 heure après, il va être contacté. 1 semaine après, il y aura une délégation qui va venir voir cet homme. Et je l'ai revu, donc la photo, elle date de 2019. Je l'ai revu en 2021, l'hiver dernier. Et cet homme marchait de nouveau. Ah, bravo. Voilà, non mais bravo à Zelensky. Ouais, absolument. Et alors, tu as choisi aussi dans cette dernière partie de documenter les militaires, leur quotidien en fait. On voit voilà, le quotidien des militaires, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu as choisi de faire ça ? Parce que c'était une guerre qu'on oubliait, c'était une guerre des tranchées, ça rappelait les images de la guerre 14-18, mais que c'était totalement contemporain, au cœur de l'Europe. Oui, parce qu'on voit d'ailleurs un homme à un moment donné qui va chercher de l'eau qui lave son linge. Qui lave son linge dehors dans la neige. Voilà. Dans la neige. Et il y avait, moi je trouvais qu'il fallait documenter ce moment. Là, on est en janvier 2022. Juste avant. Juste avant. Il y avait une sorte de calme avant la tempête. Moi, j'avais été en novembre dernier, enfin novembre 2021, dans les tranchées. Ça tirait un peu, on nous tirait dessus. C'était assez tendu. Et là, janvier 2022, il n'y avait plus rien, plus aucun bruit. Les soldats étaient très inquiets. Ils se disaient, c'est trop calme, il va y avoir quelque chose. Et puis voilà. Alors justement, c'est intéressant. J'ai cru comprendre que tu as, au début de la guerre, en tout cas, dans un pays que tu connais bien, tu as refusé d'y aller. Oui. Pour quelle raison? Tu es retourné qu'à partir de mai. De mai, ouais. Et en février, en fait, quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je suis parti tout de suite à la frontière polonaise. J'ai vu les flux des réfugiés. Et plus le temps passait, moi, plus je m'effondrais moralement, parce qu'en fait, je pensais à mes amis qui étaient de l'autre côté. Quand on me disait tel lieu a été bombardé, je voyais le lieu. Et j'avais mes amis qui étaient dans leur cave, dans leur parking, avec leurs enfants, et qui étaient totalement bouleversés. Donc, et en fait, j'ai été, dans un premier temps, totalement écrasé par l'émotion. Et je pense que quand on a trop d'émotions, il faut pas aller dans des territoires dangereux parce qu'on est happé par l'émotion et donc on devient dangereux pour soi-même et pour les autres. Donc j'ai pas voulu y aller les premiers jours. Et après, quand j'étais clair dans ma tête, il y avait trop de photographes. Et il y avait près de 2000 photographes dans les mêmes lieux. Et là, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais ramener quand il y a trop de photographes, on amène une autre violence sur les personnes qu'on photographie. La photographie, c'est un acte très violent. Et quand on photographie des gens qui quittent leur maison dans l'heure, dans la demi-heure, et que ces gens se retrouvent devant une rangée de photographes à être photographiés, c'est ultra violent. Et moi, j'avais pas envie de faire une énième photo, alors que les photographes vraiment importants des agences filaires comme AP, AFP qui faisaient un travail remarquable et les photographes ukrainiens qui faisaient un travail remarquable, moi j'allais pas rajouter quelque chose de nouveau et d'important. Donc je me suis dit attendons et essayons d'être utiles en France en parlant de l'Ukraine, en organisant des ventes de photos avec tout l'argent était destiné à aider les réfugiés ukrainiens et les déplacés ukrainiens, etc. Donc en essayant de me dire quel est mon rôle de photographe maintenant, aujourd'hui. Et donc tu as décidé quand même finalement d'y retourner en mai. Je suis reparti en mai, j'ai passé 1 mois et demi et puis j'y retourne dans 15 jours. Et donc il y aura une suite? On verra. On verra. Pour l'instant, moi, le travail le plus important, c'est d'être là, de continuer à maintenir l'information sur l'Ukraine et de faire mon travail de journaliste. Et voilà. Et après, je verrai ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Bravo, hein. Bravo, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi juste, j'en ai une quand même, c'est cette drôle de photo quand même qui fait la couverture du livre, où on voit un soldat ukrainien devant un poster, une sorte de poster de Blanche-Neige, donc un conte. C'est complètement cocasse et déplacé. Comment ça s'est passé cette photo? Est-ce que c'est une mise en scène?
Alors, on est en 2017. On est dans une ville qui s'appelle Avdiivka, qui est sur la ligne de front. C'est une grande ville. C'est très dangereux. Quand on rentre, j'étais pour Le Monde avec Benoît Wittkin. Quand on arrive dans la ville, ça bombarde partout. Et pour travailler, il faut demander des accréditations. Et quand on va en ligne de front, être accompagné par des soldats qui s'occupent de la presse. Et là, l'accueil de la presse était dans une école abandonnée. Et donc, on passe des heures à l'intérieur à attendre d'avoir nos accréditations et de partir après en première ligne. Et je me rends compte en fait qu'ils dorment dans une chambre, enfin dans une ancienne classe où il y a ces peintures. Et donc, je demande à l'un des soldats de poser à côté parce qu'il y avait, pour moi, j'aime bien dans la photographie essayer de créer des décalages, des contrastes de réalité. Et en même temps, ça parlait beaucoup de ce pourquoi ils ont envie de se battre, c'est-à-dire de chercher un rêve, quoi, de chercher un rêve de liberté. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu là, il y a 2 jours, je sais que le soldat que j'ai photographié veut avoir le livre. Au début, il était furieux de la photo, mais je ne le savais pas, en fait. Moi, je croyais que, voilà. Il était furax. Les officiers ukrainiens trouvaient que c'était insultant, mais je viens de l'apprendre, là. Comment ils ont eu connaissance déjà du livre et de la photo, hein? Parce qu'en fait, ils ont vu sur Internet, voilà. Et donc, quand il a vu la photo, il s'est dit « Ah merde !» Et puis après, en fait, on m'a raconté que la nuit a passé, il a réfléchi, maintenant il veut le livre, il est très content. Mais la photographie de couverture, elle a été... En fait, on avait plusieurs choix de couverture et on a montré nos choix de couverture à des Ukrainiens. Et c'est les Ukrainiens qui ont choisi cette photographie. C'est-à-dire, pour quelle raison? Enfin, justement, pour ils trouvaient il y avait d'autres photographies qui montraient des soldats ou des Cosaques, etc. Et ils trouvaient en fait que cette photographie, elle montrait un soldat moderne, qui était moderne et qui était intégré dans notre côté aussi décalé, peut-être qu'il. Alors ça, je sais pas. Je sais pas, d'accord. Je sais pas. Je sais pas, ouais, il nous reste pas trop de temps, mais juste en termes d'autorisation, tu dis le soldat, le militaire, il n'était pas du tout au courant en fait que tu avais mis ta photo en couverture. Ah bah, il le savait parce que la photo, elle avait fait la une du Monde. Mais tu lui en avais pas parlé en fait. Ah bah non. Mais en plus, j'ai plus de contact en fait. C'est par des amis qui le connaissent et voilà. Je garde pas beaucoup de contacts avec les militaires. Moi, je garde plus des contacts avec les civils et les militaires. En fait, je peux les recroiser sur des lignes de front, mais j'ai pas de lien affectif avec eux. Ok, bah merci beaucoup. Merci. J'ai pas parlé de Gila Ackerman qui a fait quand même aussi la préface à l'introduction et qui exprime très bien ton travail. Et toi-même, tu aussi, il y a ton journal de bord que tu as tenu à inclure aussi dans ce livre. Et un peu comme Jane d'ailleurs, il y a ce côté très intime et personnel qui ajoute beaucoup aussi à l'histoire. Et c'est très généreux de votre part d'ailleurs de le faire pour nous, en fait, de partager ça avec nous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Guillaume. Merci.